Vous écoutez François Mitterrand, album de famille, épisode 2. En août 1944, François Mitterrand est choisi par Alexandre Parodi, représentant de De Gaulle, pour être un des 15 hommes qui vont gouverner provisoirement le pays après la libération. Voici le jeune résistant, presque ministre à 28 ans, qui le 19 août libère les armes à la main le commissariat aux prisonniers, rue Meyerbeer, à côté de la commandanture allemande. Quelques semaines plus tard, Mitterrand laisse sa place au ministre des anciens combattants en titre, Henri Freinet, et termine la guerre au grade de lieutenant-colonel des FFI, avec attribution d'une croix de guerre pour la 3e fois depuis le début du conflit. En cet automne 1944, François, qui vient de participer à l'Histoire en marche, épouse Danielle Gouze dans l'église Saint-Séverin. Dans l'urgence de la passion et la fébrilité d'un pays toujours en guerre, un pacte est scellé entre les deux amoureux, pour le meilleur et pour le pire. Ni Danielle ni François ne reviendront jamais sur l'engagement qu'ils prennent ce jour-là devant le prêtre. Bientôt, le jeune marié est heureux de partager avec son ami Georges Dayan la belle nouvelle de l'été 45. Je t'annonce la naissance de mon fils Pascal. Il est né le 10 juillet. Il est solide et beau bébé. Dans quelques jours, je compte l'emmener à Cluny où nous avons une petite maison et où Daniel pourra se retaper. Cette paternité dont il est si fier tourne au cauchemar 2 mois plus tard, quand le petit Pascal meurt subitement. Un choléra infantile, brutal et sans remède, nous l'a enlevé en 48 heures. Par une journée magnifique d'été, je revenais d'Épinal pour arriver à Cluny où mes beaux-parents habitent. Juste à temps pour transporter Pascal agonisant à Lyon, où toutes les ressources de la médecine furent impuissantes. Inutile de te dire notre douleur. Aux élections législatives de 1946, François Mitterrand est candidat dans la Nièvre, à laquelle rien ne l'attache, si ce n'est les racines de son père qui vient du Berry. Une fois élu, Mitterrand choisit, comme il l'écrit à Georges, le Rassemblement des gauches, en rejoignant l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, petit parti charnière du centre-gauche. Son frère Robert racontera qu'en entendant le mot « socialiste », certains membres de la famille Mitterrand à Jarnac ont dû avoir un haut le cœur. Et parce que politique et vie personnelle ne seront plus jamais séparées chez François Mitterrand, il annonce à Georges à la fois son élection et le bonheur de son couple avec l'arrivée le 19 décembre d'un nouveau bébé. Ma femme m'a donné un magnifique petit garçon qui s'appelle Jean-Christophe. Tout s'est bien passé. Pour l'instant, Jean-Christophe ronchonne ou crie. Ma femme ne l'entend jamais. Amour maternel. Moi, si. Et la nuit, ma patience est de brève durée. Désormais, le jeune député de la Nièvre est face à son destin. À 30 ans, François Mitterrand devient en 1947 le plus jeune ministre de l'histoire de la République, chargé des anciens combattants. Plus rien n'arrêtera l'ascension du Charentais de Jarnac, qui débute une carrière politique de près de 50 années. Lorsqu'il s'interrogeait sur les grandes étapes de son évolution politique, François Mitterrand rappelait toujours que sa vie publique avait pris tout son sens sur le continent africain. Une Afrique qu'il découvre lorsqu'il devient en 1950 ministre de ce qu'on appelle alors l'Outre-mer et qui rassemble en réalité les colonies françaises. François a conservé dans ses albums les souvenirs heureux de ses premiers voyages sur le continent avec Daniel. Des pyramides du Caire jusqu'à Alger-la-Blanche, puis de Dakar à Cotonou. La jeune maman resplendit aux côtés de son mari. L'Outre-mer est pour Mitterrand la découverte de l'impasse politique dans laquelle se trouve l'Empire français. Paris ne connaît que la répression dès que des revendications politiques sont exprimées, soutenant les colons qui dénient tout droit au peuple colonisé. La conviction du ministre est celle d'une nécessaire égalité des droits avec un collège électoral unique.
Les colons dénoncent le ministre qui livre l'Afrique aux Noirs. Les gaullistes du RPF attaquent Mitterrand, le bradeur d'empire à coquiner avec le communisme international. Mitterrand a choisi son camp. Ce sera celui de la gauche, de Mendès France et des socialistes. La famille Mitterrand s'est installée rue Guinemer, le long du jardin du Luxembourg. Elle s'est agrandie avec la naissance en 1949 de Gilbert. Le ministre s'est réservé une pièce refuge avec ses photos d'enfance et ses livres. Quand il était allongé comme ça sur un lit, pour se détendre, c'était toujours avec quelque chose entre les mains à lire, quoi. Gilbert Mitterrand. Le soir, il lisait beaucoup, il apprenait des poèmes par cœur beaucoup, du Lamartine en particulier. Mais en plus, c'était sa façon de travailler la mémoire. Mais ça, il nous l'expliquait, quoi. L'éducation des garçons est classique, catholique et bourgeoise, comme si François reproduisait le modèle qu'il a connu enfant. Je fais rire maintenant, mais les enfants ne mangeaient pas avec les parents. On mangeait à la cuisine. Jean-Christophe Mitterrand. Et sauf le dimanche. C'était très charentais. Hein. On s'y faisait très bien. On était même très fiers le dimanche de manger avec eux. C'était une éducation relativement bourgeoise, classique, bourgeoise de province. Je souhaiterais, ça c'est mon père, je souhaiterais qu'ils aient une éducation religieuse. Gilbert Mitterrand. Et ils choisiront par la suite quand ils seront plus grands. Nous avons suivi cet enseignement catéchisme et nous sommes allés à la messe. Voilà. Et nous avons fait notre communion. Mon père n'a jamais été le papa copain, le papa rigolo des conneurs. Bon. C'était pas le genre, quoi. Bon. Il n'était pas tactile, comme on dit. Bon. C'était pas le papa copain, mais c'était le papa attentif. Ah, c'était pas une famille où on s'embrassait, etc. Ça, non. Jean-Christophe Mitterrand. De ce côté-là, c'est pas une famille où on se touche, où on s'embrasse, où on se dit des mots doux, non. Mais c'est une éducation, c'est pas forcément volontaire. Souvent absent de l'appartement familial, l'étoile montante de la 4e République, qui participera à 11 gouvernements entre 1947 et 1957, est certain de son charme et de sa liberté. Celui que le magazine Elle classe parmi les hommes les plus beaux du pays multiplie les conquêtes féminines. En 1954, le radical Pierre Mendès France devient président du Conseil et choisit François Mitterrand, 38 ans, pour le puissant ministère de l'Intérieur dont dépendent les départements d'Algérie. Mendès et Mitterrand souhaitent offrir à l'Algérie un plan pour l'égalité politique et le développement économique. Un projet de réforme de l'Algérie qui va se fracasser contre la Toussaint Rouge, cette nuit de novembre 1954, quand l'insurrection algérienne assassine 8 personnes. François Mitterrand, chargé de l'ordre public, et Pierre Mendès France, le chef du gouvernement, sont sur la même ligne. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne peut accepter des attentats terroristes sur son sol. La guerre d'Algérie, que l'on ne voudra jamais nommer ainsi, vient de commencer. C'est 2 ans plus tard, dans le gouvernement du socialiste Guy Mollet, que François Mitterrand, devenu ministre de la Justice, commet une faute qu'on lui reprochera longtemps. La seule erreur politique qu'il concédera à la fin de sa vie. Emporté par la folie de la guerre d'Algérie, Guy Mollet a accentué l'effort de guerre jusqu'à accorder des pouvoirs spéciaux aux militaires. Mitterrand décide pourtant de rester à son poste, contrairement à Mendès France qui démissionne. Surtout, le ministre de la Justice ne soutient pas les demandes de grâce des nombreux condamnés à mort qui seront exécutés pendant cette période. Mitterrand est persuadé qu'en temps de guerre, un homme d'État ne peut se permettre de faiblesse. Une erreur d'analyse, par péché d'ambition. Il est convaincu que son tour est arrivé, qu'il sera le prochain président du Conseil, et qu'il parviendra, lui, à régler le problème algérien par la négociation d'une grande union française. Mauvais calcul. Lorsque le ministère Mollet chute en 1957, ce n'est pas Mitterrand qui est choisi, mais un farouche défenseur de l'Algérie française et des privilèges des colons. Mitterrand quitte alors le gouvernement. Loin des soubresauts politiques parisiens,
François et Daniel ont découvert sur la côte landaise la petite station balnéaire de Hossegor. La famille Mitterrand a fait construire une villa entre golfe et lac. Images heureuses du bonheur balnéaire de François et Daniel avec Jean-Christophe et Gilbert. C'est une photo rare, hein. François Mitterrand sur la plage, vous le verrez pas souvent. Sauf que là, au moins, j'ai le témoignage comme quoi il y allait de temps en temps, mais il ne devait pas apprécier beaucoup. Je m'en souviens pas, mais Gilbert Mitterrand. mon père dans le sable et pieds nus, ça, non. C'est pas... C'est collector. Daniel est plus belle que jamais et pose sous l'objectif de François. Mais derrière les instantanés amoureux, le couple se lézarde. Daniel souffre trop de la liberté de ce mari souvent absent. Elle ne supporte plus de savoir le séducteur accumuler les conquêtes. Alors Daniel le dit à François et le menace d'une séparation. Inimaginable pour François. Pourquoi renoncer à cette vie de famille, ces rassemblements hebdomadaires au Guinemer, ces repas annuels à Cluny ou à Hossegor? Alors François propose un nouveau pacte à Daniel. Fidélité des cœurs, liberté des corps. Ils resteront mariés, mais chacun aura droit à une vie amoureuse de son côté. Lorsque les ultras d'Alger, soutenus par les militaires, portent le général de Gaulle au pouvoir en 1958, François Mitterrand est face à un choix politique crucial qui va changer son destin. Dire oui à de Gaulle, comme le socialiste Guy Mollet, c'est se préserver un avenir politique. Dire non, comme Mendes France et le Parti communiste, c'est la garantie d'une traversée du désert. Mitterrand a tranché. Ce sera non à de Gaulle, non à sa constitution. S'ouvre alors pour lui une longue, très longue période d'opposition qui durera plus de 20 ans. François Mitterrand choisit d'abord de renforcer son implantation dans la Nièvre, en devenant maire de Château-Chinon en 1959, puis sénateur quelques mois plus tard. Au Sénat, Mitterrand est le premier opposant du gouvernement Debré contre lequel il bataille sans cesse. C'est l'époque des coups tordus et autres barbouzeries en tout genre. L'Algérie exacerbe les passions politiques. François Mitterrand devient bientôt l'homme à abattre tant pour les partisans de l'Algérie française que pour les gaullistes. Alors, ils vont lui tendre un piège grossier dans lequel Mitterrand aurait dû sombrer. L'affaire de l'Observatoire, c'est une machination que Mitterrand n'a pas vu venir. Affaibli par le harcèlement dont sa famille est victime depuis plusieurs semaines. Menaces de mort au téléphone, menaces contre Jean-Christophe et Gilbert, incendie de la maison familiale à Hossegor. Il se trouve que j'ai été un terrain à otite depuis ma prime enfance. Gilbert Mitterrand. Et j'ai été opéré, et pour ma convalescence, j'ai été envoyé chez mes grands-parents, en Bourgogne, à Cluny. Voilà. Alors, y ai-je été envoyé pour ma convalescence? Ou est-ce qu'on a voulu m'éloigner de Paris, où c'était peut-être un peu agité, même sûrement, ou les deux, tout simplement, ça tombait bien. Lorsqu'un ancien député d'extrême droite, Robert Pesquet, lui propose d'organiser un faux attentat pour éviter qu'il ne soit vraiment tué par les ultras d'Alger, Mitterrand se laisse convaincre. Persuadé que Pesquet est en train de lui sauver la vie et qu'il pourra sans doute utiliser l'affaire pour regagner les faveurs de l'opinion. Peur, aveuglement ou ambition démesurée, le sénateur de la Nièvre est abasourdi et impuissant lorsque le même Pesquet dénonce publiquement la mise en scène et fait croire que c'est lui, Mitterrand, qui a tout organisé à son seul profit. Le piège s'est refermé. Pour la première fois de sa vie publique, François Mitterrand est humilié et désemparé. Effondré, il passe ses journées au bord des larmes, réfugié dans l'appartement de la rue Guinemer. Georges Dayan, l'ami intime, s'inquiète, au point de penser que François pourrait se suicider. Quand on voit le médecin venir assez régulièrement voir votre père qui est alité, ce qui n'était pas l'image qu'on avait de lui d'habitude, on peut se dire, c'est grave, c'est pas grave, il se passe des choses. Oui, là, je l'ai vu plus fragile. Les étés suivants, à Hossegor, la maison accueille les derniers fidèles. Georges et Irène Dayan, les amis de toujours. Christine, la sœur de Daniel, et Roger Hanin, son mari.
ou André Rousselet rencontré au ministère de l'Intérieur. Danielle a refait sa vie sentimentale dans les bras d'un jeune professeur de sport avec qui elle va vivre une belle histoire d'amour de plus de 20 années. Jean est amoureux, doux, discret. Les garçons l'adorent. François le tolère. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est lui qui a voulu cette situation. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre, il disait « Mais pourquoi j'interdirais à ma femme ce que moi je fais ?» C'est quand même une grande tolérance. Qu'il s'appliquait à lui, mais qu'il appliquait aussi à gens autour de lui. Jean sera le compagnon que Danielle espérait tout au long de ces années 60 et 70. Il sera disponible et attentionné pour la jeune mère et ses 2 fils avec qui il s'installera à Paris. Qu'il emmènera chaque année au sport d'hiver et qu'il accompagnera l'été sur la côte landaise. François, lui, pense les plaies de l'Observatoire. Au clubhouse du golfe d'Osgore, ils sont peu nombreux ceux qui acceptent encore de lui parler. C'est le cas d'un industriel qui apprécie Mitterrand. Il s'appelle Pierre Pinjot. Les Pinjot, famille aisée de Clermont-Ferrand, viennent depuis de nombreuses années dans la petite station balnéaire. Dans cette famille accueillante, François a remarqué la jeune Anne. Il l'avait aperçue quelquefois quand elle avait 14 ans. Désormais, il l'observe alors qu'elle en a 18. Il en sera fou amoureux quand elle en aura 20. Anne fascine François. Elle a ce charme discret de la bourgeoisie qu'il affectionne, cette distance propre à la bonne éducation, et surtout, cette indépendance d'esprit qui font la marque des personnalités hors du commun. Je comprends mon père. Mazarine Pinjot. Elle est belle, je la trouve magnifique. C'est à Housegore, ça, je pense. Donc je crois que ma mère a très vite été fascinée par cet homme qui était moche à l'époque en plus. Moi, je vois des photos. Non, mais vraiment, c'était un peu le côté 4e République, un peu gras, avec et elle, qui était quand même toute jeune, qui a été aspirée par cet homme, quoi. Enfin, qui était... Quand ma mère a été très amoureuse de mon père et qu'effectivement, à un moment donné, tout le monde le savait, dans la famille, évidemment, ça a été compliqué pour plein de raisons. D'abord, des raisons sentimentales, de l'ordre familial. Mais un homme marié qui a 28 ans de plus qu'une jeune fille, ça devient un peu plus problématique. On n'en parlait pas, quoi. Ça faisait tâche par rapport à la tradition familiale. La relation amoureuse entre François et Anne sera le meilleur remède pour dépasser la douleur de l'affaire de l'Observatoire. L'homme blessé se transforme peu à peu en combattant gonflé d'orgueil, grâce à l'amour éperdu d'une jeune fille de 20 ans. Mitterrand est désormais prêt à repartir au combat. Un combat qui change de nature un soir de 1962. Mitterrand, ce soir-là, sait instantanément qu'il sera un jour candidat à l'élection présidentielle. Celui qui est désormais député maire de Château-Chinon dans le Morvan va ainsi renaître par miracle grâce au général de Gaulle lors de l'élection présidentielle de 1965. Face à un type d'élection inédit et à la candidature du général, la gauche est désemparée. Qui pour oser se présenter ? François Mitterrand, sans parti, est prêt à relever le défi. Entouré d'un petit carré de fidèles, Dayan, Dumas, Rousselet, il force le destin le 5 septembre et annonce sa candidature, poussant les partis de gauche à se prononcer. Les tensions se focalisent sur un accord ou non avec le Parti communiste. Guy Mollet comme Mendès France y sont farouchement opposés. Mitterrand, lui, croit en l'union avec les communistes et leurs 5 millions de voix. Dans le secret, il négocie avec le PC et, à la surprise générale, devient le candidat unique de la gauche, soutenu officiellement par l'Humanité. En quelques semaines, François Mitterrand vient de bousculer durablement la gauche française. En 1965, je suis au lycée Louis-le-Grand. Gilbert Mitterrand. Et François Mitterrand se présente aux élections contre le général de Gaulle. Alors là, ça change les choses. En effet, on commence à être interpellé. Alors, peut-être que je l'avais été avant, mais je me rendais pas compte et je m'en foutais, quoi. Là, je m'en fiche pas. Je ne défends pas un programme politique, je ne défends pas une conviction quelconque. Mon devoir, c'est de défendre mon père. La deuxième chose, c'est de passer à l'action. Alors, le militant, quoi. D'organiser des collages d'affiches, d'organiser des collages de petits stickers dans le métro. C'est un jeu.
Je réquisitionne 4-5 copains de classe et on va dire ce soir, on va aller coller les affiches à tel endroit ou décoller celles des autres. Enfin, voilà, quoi, c'est 16 ans. Hein. Pour la première fois, la campagne électorale est télévisée. Chaque candidat a droit à des spots de campagne officiels. François Mitterrand découvre le difficile exercice du regard face caméra, face à cet œil noir, comme il l'appelle, et qui longtemps le tétanisera. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Pour la première fois, la presse met en scène les candidats en famille. Les élections de 1965 font basculer la politique dans la modernité. Bon, qu'est-ce que je vous dise? Ce sont des photos totalement posées. On ne s'est jamais baladé tous les trois comme ça dans le jardin, jamais. Mais pour la photo, il fallait sans doute maman est raide comme un passe-lacet, elle sort de chez le coiffeur. Mais honnêtement, c'est complètement fabriqué. Je sais pas où c'était d'ailleurs. C'est dans la forêt, mais où ça? Jean-Christophe Mitterrand. Ouais, bah ça c'est vraiment photo élection. On a dû sûrement m'y traîner. Mais là, on est censé être dans la forêt apaisante en famille. Faut y croire, hein. Moi, j'avais un père qui avait double face. Il y avait le père et l'homme qui était sur les affiches. Et l'homme qui était sur les affiches était plutôt un étranger. C'était pas mon père. Mon père, c'était celui qui était à la maison. François Mitterrand a conservé dans ses albums personnels un photomontage de cette première campagne présidentielle. Il se souviendra toujours de ces estrades improvisées, de ces foules venant à la rencontre du candidat d'une gauche pour la première fois réunie. Un coup politique magistral, que viennent confirmer les résultats du premier tour. Avec seulement 45% des voix, le général de Gaulle est en ballottage. Un crime de lèse-majesté pour les gaullistes. Un résultat inespéré pour la gauche, grâce à François Mitterrand qui en rassemble 32%. Quel que soit le résultat du second tour, Mitterrand a déjà remporté son pari et peut attendre sereinement le verdict populaire chez ses amis les chevriers, à l'auberge du vieux Morvan de Château-Chinon. Un rituel qui se répétera désormais à chaque élection. C'était à 19 décembre. J'avais 19 ans et c'était l'élection du 19e président de la République. C'est drôle. On a fêté mon anniversaire en même temps qu'on attendait les résultats. La stratégie d'union de la gauche, choisie par François Mitterrand, lui a permis de réunir 45% et plus de 10 millions de voix. Une stratégie dont il ne déviera plus et qui structurera durablement la vie politique française. 65 a montré que une gauche rassemblée pouvait exister et peser sur la vie politique et éventuellement l'alternance politique. C'était ça aussi qui était déterminant sur la pertinence du choix du rassemblement de la gauche qui allait déboucher sur le candidat de la gauche unie, puis sur la FGDS, puis sur le programme commun. Cette stratégie-là, elle est née là. La discrète Anne Pinjot a accompagné le candidat François Mitterrand dans plusieurs meetings électoraux. François souhaite désormais que Anne découvre les lieux importants de sa vie. En 1968, il l'emmène en pèlerinage à Touvent, la maison de ses grands-parents, le paradis de son enfance. Anne photographie François sur le chemin bordé d'arbres qui mène à cette propriété devenue inaccessible. Celle qui rêvait d'une famille nombreuse souhaite avoir un enfant. François hésite. Il a déjà 52 ans. Mais Anne, qui a 25 ans, sera intransigeante. Impossible d'imaginer poursuivre leur relation si elle ne peut devenir mère. Progressivement, François Mitterrand est en train de réorganiser sa géographie personnelle. L'amoureux des Landes et de la nature a décidé de quitter Osgore en plein développement. Il a choisi une petite clairière dans la forêt de pins pour installer une maison de famille pour Daniel et leurs deux fils. Moi, je pense qu'ici, il éprouvait du recul sur les choses. Quand vous êtes là, je veux dire, il y a une vraie sérénité, c'est paisible. Et on a même l'impression, il faut s'en méfier,
que tout est amorti. Il se passe plein de choses dans le monde, des choses horribles, mais vous ne le vivez pas dans la violence. Vous avez le temps d'y réfléchir. Vous prenez l'événement avec du recul ici. Quand il se mettait dans sa chaise longue ou quand il était dans sa bergerie à écrire, à lire et à commenter l'actualité, là où il écrivait La paille et le grain, etc., L'abbé et l'architecte, il n'était pas, ça ne vibrionnait pas dans l'immédiateté, quoi. Celui qui rêvait d'être écrivain développera dans ses chroniques à la fois personnelles et littéraires un style particulier qui surpassera de loin celui des écrits politiques traditionnels. Ce qui était d'abord un refuge devient rapidement un symbole, tant François Mitterrand médiatisera sa bergerie. C'est à Latch, en 1974, que le candidat socialiste à l'élection présidentielle reçoit les journalistes en famille. Depuis 1971, François Mitterrand dirige le nouveau parti socialiste fondé au Congrès d'Épinay. Il a rassemblé une majorité sur sa stratégie d'union de la gauche. Une stratégie mise en œuvre immédiatement avec la signature l'année suivante d'un programme commun historique avec le Parti communiste de Georges Marchais. Alors que la mort de Georges Pompidou en 1974 a entraîné une élection anticipée, François Mitterrand est à nouveau le candidat unique de toute la gauche. Daniel à ses côtés, Mitterrand mène une campagne éclair. Avec 44% des voix dès le premier tour, le candidat est en position de force face à son jeune challenger du second tour, Valéry Giscard d'Estaing. Mais après un débat télévisé raté entre les deux tours, où il a semblé dépassé par le dynamisme et la jeunesse de son adversaire, Mitterrand échoue sur la ligne, devancé de quelques milliers de voix par Giscard d'Estaing. La droite résiste encore à l'ascension presque irrésistible du candidat socialiste. La dernière phrase de son intervention le soir du deuxième tour, de mémoire, quoi, je veux dire, parce que vous êtes les forces de la jeunesse, votre victoire est inéluctable, ça résumait tout. Je veux dire, bon, on n'a pas encore gagné cette fois-ci, mais c'est obligé, vu la façon dont les choses progressent et se mettent en place. Là, c'est passé tellement près que la victoire est inéluctable. Simplement, sa déception, c'était de se sentir à ce point près, en 1974, pour assumer cette éventualité du pouvoir, c'est-à-dire de se sentir à ce point capable et prêt à. En décembre 1974, dans une clinique d'Avignon, Anne Pinjot donne naissance à une petite fille. François est à Latch pour les fêtes de fin d'année. Une amie téléphone à la bergerie, laisse un message, demande à ce que François rappelle. Le jeune papa de 58 ans est un moment dépassé par la nouvelle et ses implications. Le pacte passé avec Daniel ne prévoit pas la naissance d'un autre enfant. Ni elle, ni leurs deux fils ne devront savoir que François est père pour la 3e fois. Le secret est en train de s'installer. François oubliera pourtant vite ses appréhensions face à cette petite fille appelée Mazarine. L'enfant réveille en lui un torrent presque incontrôlable d'amour paternel. Il n'est pas question de ne pas voir grandir celle qui va illuminer la dernière partie de sa vie. Le secret exigera une organisation sans faille. C'est loin de la côte landaise, à Gordes, un petit village du Vaucluse qui n'est pas encore à la mode, que François Mitterrand achète un terrain où il fait construire une petite maison avec un séjour et 2 chambres pour Anne et Mazarine. François organise méticuleusement les albums photos de cette nouvelle vie. Il y en aura près de 100 dont il rédigera lui-même les légendes. Premier Noël à Gordes, première fête de Pâques. Afin de pouvoir vivre presque normalement cette paternité secrète, François Mitterrand doit aussi trouver des amis fidèles qui accueilleront discrètement le couple et leur enfant, comme Robert et Elisabeth Badinter dans leur propriété de l'Oise.
ou Charles Salzman dans sa ferme des Cévennes. Le meilleur moyen pour vivre caché reste encore de voyager. Anne et Mazarine découvrent Jérusalem. Plus tard, ce sera Venise et l'Égypte. Une complicité que rien ni personne ne viendra altérer est en train de naître entre la petite fille de 6 ans et son père de plus de 60 ans. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. François Mitterrand, album de famille, est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme coproduit par Yami 2 et l'INA, réalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy et écrit par Pierre Favier. Musique, Michel Korb. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.